Et bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Y'a pas que la data. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Gaël Varocco, qui est chercheur en IA, cofondateur de Scikit-Learn et aussi cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Probable. Et je suis toujours accompagné de mon partner in crime Thomas Memoun de Montréal, pour lequel c'est le matin à l'heure de ce moment d'enregistrer cet épisode. Bonjour à vous deux, bonjour Gaël, bonjour Thomas. Bonjour Pierre, bonjour Thomas. Salut Pierre, salut Gaël. C'est vraiment un plaisir de t'avoir Gaël aujourd'hui avec nous. Euh, Est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter? Moi je pense qu'indirectement les gens te connaissent, ils font un peu de machine learning et de l'AI, mais vas-y, the floor is yours. Je suis Gaël, je suis chercheur, entre autres, effectivement, chercheur à INRIA, qui est un institut de recherche public français. Puis je suis plutôt connu, effectivement, pour être l'une des personnes qui a lancé Scikit-Learn et puis qui l'a accompagné tout du long. Je ne fais pas que ça et je ne suis pas le seul à faire ça. Je m'intéresse à plein de questions de recherche. Et puis en tant que chercheur, je suis amené à contribuer, au débat de société puisque ça fait aussi partie de notre fonction. Voilà. Ok. Vous- C'est vrai qu'effectivement il n'y a pas que Scikit. Moi à mes yeux, comme je fais du machine learning, j'utilise Scikit toutes les semaines, donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Est-ce que tu peux aussi nous présenter un peu ton parcours professionnel, tes contributions majeures, parce que effectivement il n'y a pas que Scikit. Ah bon, mon parcours professionnel, il est fait de rebondissements, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai commencé, je faisais de la physique. Moi, j'adorais la physique pour plein de raisons, mais probablement beaucoup parce que mon père était physicien. Et puis, donc j'ai fait une thèse en physique quantique pour être précis. Ça me passionnait, mais j'aimais aussi énormément l'informatique. J'en faisais depuis tout petit. Et pendant ma thèse, bah, je me suis trouvé à faire beaucoup d'informatique. Je faisais des choses qui étaient, entre autres, expérimentales, donc à traiter de la donnée. Et puis à un moment, j'ai eu envie de faire autre chose que de la physique et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était d'utiliser de la donnée pour comprendre le monde. Et donc là, je suis parti en analyse d'image cérébrale pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Donc, c'était quelque chose qui je trouvais passionnant. Je me suis dit avec beaucoup de naïveté: «Oh, plein de données, on va comprendre plein de choses». Et ça, c'est un peu le début des ennuis, quoi. Et donc j'ai rejoint INRIA et c'est là, alors j'ai fait du logiciel libre en thèse, pas sur scikit-learn, ça n'existait pas. Et puis mais bon, j'ai appris plein de choses. J'ai rejoint la communauté Python scientifique, les gens derrière NumPy, SciPy. J'ai appris plein de choses, c'était très sympa. Et donc à INRIA, je me demande, bah, comment est-ce qu'on va utiliser toutes ces données qu'on a d'imagerie cérébrale pour mieux comprendre le cerveau. Et assez vite se pose la question de, bon, bah, il nous faut des algorithmes de machine learning pour ça. Et c'est là qu'au bout d'un moment, on se dit, zut, il nous faut un outil de machine learning libre en Python de bonne qualité et que l'idée de ce qui est scikit-learn maintenant naît. Et puis bon, bah, on assemble du monde, hein, on l'a pas fait tout seul. On est aidé par INRIA, ils nous permettent de payer d'abord un jeune ingénieur et puis après plus de monde. Et puis bon, bref quoi. Ça, c'était en 2009 et entre-temps, plein de rebondissements pour scikit-learn et puis pour ma propre carte de recherche puisque je suis passé de neurosciences à médecine et sciences sociales et beaucoup de machine learning. Voilà, c'était un grand résumé. Ju- Juste pour avoir une meilleure conception de la durée dans le temps, quand tu as commencé l'imagerie cérébrale, c'était il y a combien de temps? Et il y a combien de temps le Scikit a été créé? Alors, j'ai rejoint INRIA pour faire de l'imagerie cérébrale en 2008. Donc, on est en 2024, donc ça fait 16 ans. Et scikit-learn, la genèse du projet INRIA, c'est en 2009, donc ça fait 15 ans. Déjà du deep learning en 2006? Alors le deep learning, enfin les idées ont commencé
à arriver, j'ai envie de dire, à être popularisé en 2010-2011. Ça s'est, ça a explosé, j'ai envie de dire ça. En tout cas, ça commençait à être visible comme un succès en 2013, donc on faisait pas trop de deep learning. Après, dans l'équipe scikit-learn, depuis très, très tôt, on avait Olivier Grisel qui, s'intéressait beaucoup, au deep learning et en fait avait commencé à coder, du deep learning sur sa carte graphique, avant que ce soit, à la mode. Et puis bon, on avait des potes qui faisaient ça, donc on avait ça, dans le radar, très, très tôt. Heu, mais par contre, en l'ayant dans le radar, on savait qu'il y avait des très bons acteurs qui se plaçaient dessus, que ça nécessitait des hardwares spécialisés et donc très, très tôt, on a aussi dit: On va pas prendre des positions dessus» et rétrospectivement, je pense que c'était un bon choix. Et du coup, heu, quand tu es comme ça, chercheur dans de la recherche, académique, heu, comment on migre vers, en fait, la question c'est, comment on migre vers des projets un petit peu plus appliqués? Parce que, tu sais, on a tous l'impression, peut-être fausse d'ailleurs, que, la recherche, c'est quand même, voilà, recherche académique fondamentale et cetera. En fait, est-ce qu'il y a un accrochage et une, adhésion forte entre le projet Scikit-learn ou d'autres projets, avec le monde académique, ou est-ce que c'est un peu à part finalement? Tu vois, comment faire un peu le distinguo entre les deux? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire finalement. Alors il y a plein de questions dans ta question. Bon, il y a les questions de la recherche fondamentale ou appliquée. Alors moi, de nos jours, c'est des mots que j'aime plus trop. Je les trouve un peu trop chargés, appliqué, fondamental, on a Trop l'impression qu'il y a une clivant division. peut-être? Ouais, c'est En ça. fait, les mots qu'on aime bien, je suis pas le seul à le dire, c'est amont et aval. Mais on Ok. est tous, l'amont de quelqu'un, on est tous le fondamental de quelqu'un, on est tous Hmm. l'appliqué de quelqu'un. Moi, j'aime Input-output, souvent quoi. à dire qu'il y a des maths appliquées fondamentales. Moi, je fais des maths appliquées appliquées. Heu, Ouais. donc vraiment, je pense il y a une continuité, de recherche qui se nourrit. On va avoir, des résultats en mathématiques hyper fondamentaux, en géométrie algébrique et en fait, ce qui est enfin, j'ai pris la géométrie algébrique comme exemple. Enfin, on a eu le transport optimal, par exemple, qui est quand même, qui a le renouveau du transport optimal, il a eu, ses racines dans des problèmes extrêmement fondamentaux. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une sorte de cascade, en fait, de gens qui se parlent, qui sont tous sur des sujets, un peu différents, mais un peu liés et enfin, c'est un peu ça le grand bonheur d'un milieu académique. Alors, INRIA, c'est un institut qui a une volonté d'impact sociétal. C'est inscrit dans l'ADN. Alors moi, c'est un endroit que j'adore parce que c'est un endroit où on va avoir des gens qui vont être assez fondamentaux, assez théoriques, assez détachés, des, algèbres, max plus, par exemple, mais en même temps des gens, beaucoup plus appliqués et on se parle tous et ça, je trouve ça génial. Ça crée des opportunités. Alors après sur scikit-learn, oui, c'est intéressant, c'est avec Hitler, il y a souvent, c'est souvent compliqué pour les gens de se dire: «Mais c'est de la recherche, c'est pas de la recherche, où est-ce que ça se situe?» heu, c'est né principalement dans un institut de recherche, ça nous dit peut-être quelque chose, mais par contre, ce qui est clair, c'est que quand on l'a créé, il y a beaucoup de gens qui nous disaient: «Mais tout ce que vous mettez là-dedans, c'est vieux». Ce qui était partiellement vrai. Et je pense que enfin, on parle de la recherche, mais on parle du milieu académique. Le milieu académique, c'est plus que la recherche et l'enseignement Ouais, c'est ça. et Il faut apprendre en fait. Et dans Scikit-learn, excuse-moi, mais il y a learn. Donc, c'est ce côté. Euh, bah en fait, pour moi, c'est l'aspect pédagogique et l'aspect recul qu'on prend sur une discipline. C'est-à-dire que quand on gratte sur notre dernière, idée de recherche, on est en train de gratter sur un petit bout, mais fondamentalement, on est sur un contexte général, d'essayer de contribuer, à, la grande aventure de la création de cet objet de statistique computationnelle, appliquée qui est, l'apprentissage statistique mhm. et enfin, en tout cas, pour moi, je pense que ma recherche en apprentissage statistique, elle me sert avant tout à prendre du recul pour savoir, pour comprendre mieux les limites, et c'est pour ça que moi, j'ai jamais cherché à trop pousser dans scikit-learn les derniers trucs que j'ai faits. Alors il y a d'autres librairies où on a poussé des choses qu'on a faites, mais le plus important, c'est le recul qu'on prend. C'est vraiment le plus important. Plutôt que notre idée à nous, c'est plus le recul qu'on prend sur le domaine. Et bien sûr que parfois on a poussé, des choses qui étaient vraiment, état de l'art et sorties il y a pas longtemps.
Mais on n'est pas là pour dans Scikit-Learn, on n'est pas là pour pousser les trucs dernier cri. On est là pour pousser un objet, complet dont on pense qu'il forme un bon, Un tout un cohérent tout ouais, 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 je comprends. Donc pas exactement forcément comme on ferait le. un cours. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Tu fais pas un cours à des étudiantes sur les choses les plus touchy et qui sont Voilà, sorties la semaine dernière parce que t'as pas le recul nécessaire en fait finalement. voilà. Mais le Ok. fait d'être chercheur te permet d'avoir une vision qui te permet idéalement de faire un meilleur cours. Pour moi, c'est Ouais, la même démarche, dans la création de Scikit-Learn. ok. Très clair. J'imagine que maintenant, il n'y a plus trop de doutes là-dessus, mais est-ce que vous aviez au départ conscience de l'impact de scikit-learn sur la communauté de la data science et l'industrie de façon générale euh, quand vous étiez en train de faire vos premières recherches, vos premières applications sur Python? Alors bien sûr, en aucun cas. C'est-à-dire que, moi, Scikit-Learn, je le voyais comme une manière effectivement de sortir de nos murs. Parce que, moi, en fait, j'étais physicien, j'étais arrivé à ENRIA, endroit où la culture des mathématiques appliquées était très, très poussée et donc ce que je me disais, c'est des objets géniaux et il faut que, mes collègues, physiciens, d'autres chercheurs puissent l'utiliser et donc il y avait une volonté de sortir, de décloisonner un petit peu ces objets. Mais le monde de la science des données, n'existait pas vraiment quand on l'a lancé et en fait, rétrospectivement, il y a un petit côté un petit peu évident, mais oui, bien sûr, c'est aussi utile aux autres. Mais clairement, en aucun cas est-ce qu'on avait ça en tête. Bien que de vouloir rendre ça utile à nos collègues biologistes, physiciens, et ben, rien que cette démarche, en fait, ça nous a permis, je pense, d'aller plus loin et de rendre ça utile à plein d'autres personnes. À partir de là, je me posais la question, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se confondent. En fait, tu parles beaucoup d'apprentissage statistique, de mathématiques, de recherche, et en fait, on parle jamais en tant que tel de machine learning. Nous, aujourd'hui, moi, je parle en tant que data scientist, on s'en sert pour faire de l'intelligence artificielle. Comment la recherche de l'intelligence artificielle, elle influe sur le développement des outils? Maintenant, je parle peut-être pas que de Scikit, on va arriver à Probable après, j'imagine. Mais est-ce que tout ce qui se passe actuellement, ça a des impacts et ça joue sur votre façon de faire évoluer là où les librairies? Alors, déjà, je pense que c'est important de faire la différence entre, machine learning. Je fais essentiellement une équation, dans les mots machine learning et apprentissage statistique, mais machine learning et intelligence artificielle. Pour moi, c'est 2 choses différentes. Le machine learning, c'est un outil. L'apprentissage statistique, enfin l'intelligence artificielle, c'est un but. Donc moi, Ok. c'est un mot que j'avoue que j'aime pas du tout. C'est un mot qu'on doit utiliser pour, capturer, l'imaginaire. Mais, j'ai envie de dire l'intelligence artificielle, c'est, tout ce qu'on est surpris qu'un ordinateur fasse. Est-ce qu'une calculatrice, c'est de l'intelligence artificielle? Bah, si on revient, pas mal de temps en arrière, oui, bien sûr. Et je pense que c'est important ce que je dis parce que si on pense à la transformation qu'ont eu les calculatrices sur nos manières d'apprendre, nos manières de travailler, elle est réelle. Donc l'intelligence artificielle, c'est un peu ce rêve que les ordinateurs vont être capables de faire des tâches qui sont dures pour les humains. Donc c'est un chouette rêve et à l'heure actuelle, l'apprentissage statistique et particulièrement le deep learning pousse ce rêve en avant et c'est fantastique. Mais enfin, pour moi, c'est un mot qui s'est transformé, qui a pas arrêté de se transformer. Il faudrait pas enfin, c'est trop facile de se dire: «Ouais, mais l'intelligence artificielle des années 80, c'était nul et c'était pas de l'intelligence artificielle». Bien sûr que si, c'en était, parce qu'ils poussaient les frontières, de même qu'on pousse les frontières et ils poussaient les frontières en utilisant d'autres objets. Donc après, sur l'aller-retour, apprentissage statistique, intelligence artificielle, donc ce qu'on a vu, ces derniers, 10 ans, c'est qu'on a vu des percées, sur des objets qui étaient, très, très compréhensibles par, monsieur tout le monde. Ça a commencé avec la vision, par ordinateur. On a vraiment eu cette percée, on a eu ce problème qui était très, très dur, sur lequel les gens travaillent depuis très, très longtemps et qui a commencé à très rapidement s'améliorer et en gros, transformer notre quotidien. La voix et puis maintenant on a le texte. Le texte, ça nous ouvre à la connaissance parce que c'est ça qui est en train de se passer. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a un emballement, en fait, de ce couplage entre, apprentissage statistique et application de l'apprentissage statistique, qui devient un couplage tellement fort que ça en devient, des disciplines à part entière et moi, je suis pas du tout pour la frontière des disciplines, mais
pour moi, l'apprentissage statistique, continuera à avoir une pertinence en dehors de ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA, que ce soit, l'IA conversationnelle ou, la vision et en fait, c'est quelque chose dont on parle peu dans le grand public, mais, la donnée professionnelle, c'est, du tableur plus, c'est de la base de données relationnelle. C'est ça qui régit notre quotidien, c'est ça qui régit, les transports, la santé, l'économie. Donc on a la face, émergée de l'iceberg qu'on voit parce qu'on peut la comprendre. J'ai une image, moi en tant qu'humain, je comprends l'image. Oh, l'ordinateur aussi, c'est génial. Je peux parler à ma machine, c'est dingue. Mais l'apprentissage statistique, il a vocation pour moi à s'immiscer partout et c'est ça que je trouve fascinant. Oh, c'est passionnant. Du coup, de Scikit est née à un moment donné une étincelle entrepreneuriale ou en tout cas une dynamique entrepreneuriale, une volonté, je ne sais pas comment l'appeler. Mais finalement, euh, souvent on dit, enfin on peut dire, on peut avoir cette réduction des gens qui sont chercheurs à oh, ils peuvent être que chercheurs. Et cette espèce justement de clivage entre le monde réel professionnel d'un côté où il faut produire, où il faut être rentable, économiquement viable, et de l'autre côté le monde de la recherche académique ou fondamentale et où finalement on cherche pour chercher. Donc, enfin, dans la tête des gens, il peut y avoir cette coupage, cette division. Et toi, donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que tu crées Probable. Quelle est cette motivation derrière cette création? Alors bon, sur les clivages, j'ai très légèrement, simplifié mon parcours professionnel, mais entre la physique et l'informatique, moi je programmais beaucoup en physique et ben, j'ai voulu aller travailler en start-up. Je suis parti Ah, aux ok. États-Unis, quelques mois pour aller travailler en start-up. Pour moi, c'était une volonté d'apprentissage, Mais tu un as eu petit combien de peu, vies en fait oh, je dois être un chat, je dois avoir plein de vie, enfin, ouais, ouais. Enfin et je dors, hein, c'est pas dormir, c'est pas bon pour la santé. Heu, mais mais donc tu vois, moi j'ai jamais été quelqu'un j'ai toujours détesté les tours d'ivoire, Et tu quelles t'es qu'elles pas soient. enfermé dans une case aussi. Non, T'aimes pas déjà, ça. enfin, c'est un petit peu cette chance. Enfin, peut-être que c'est le fait, je pense, le fait de devoir dire, enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie et je travaillais en physique avec des gens fantastiques, des gens très visibles, des gens qui avaient déjà le prix Nobel, des gens qui ont eu le prix Nobel après. Et en fait, de se dire, je m'arrache de ce milieu, de mon petit cocon confortable, ça a été très, très dur, en fait. Et de le faire, en fait, une fois qu'on a fait ça, bah, j'ai envie de dire, on a cassé tous les schémas, on a cassé toutes les chaînes. Donc effectivement, j'avais envie de dire, j'avais plus trop peur de je m'étais bien rendu compte que, c'est très, très facile d'être au milieu de ces gens, Hmm. entre nous et de se sentir, en «famille» entre guillemets, mais qu'au final, ça pouvait cloisonner. Ouais, c'est Donc sortir de sa zone de confiance à un moment donné, se mettre voilà, un peu en danger, aller voir d'autres choses pour éviter voilà, de potentiellement être sur pilote automatique sur certaines voilà. choses, quoi. Hmm. Je pense que c'est exactement le bon résumé. Moi, je me souviens de mes premiers mois, en commençant INRIA, venant de la physique. Je rentrais le soir, j'avais la tête, comme ça parce que j'apprenais tellement de Tu choses, m'étonnes. et j'avais la chance d'avoir un chef absolument fantastique, Bertrand Thirion, qui, essentiellement tous les soirs, prenait 1 heure, on partageait le même bureau et puis m'expliquait des tonnes de choses au tableau. Et c'est vrai que bon, voilà, donc je pense que c'est l'une des chances que j'ai eues, c'est d'être dans un environnement qui a toléré le fait que je pouvais sortir de ma zone, où, je performais le mieux. Et c'est aussi, enfin, c'est clairement quelque chose qu'Inria a plus que toléré, a encouragé. Donc enfin moi, j'ai toujours eu ce côté parler à d'autres personnes. Mhm. J'ai, accompagné un certain nombre de startups, ça a toujours été passionnant. Heu, j'ai parlé à des gens un peu partout, en médecine, en éducation, Donc c'est banque, un peu ce côté assurance. curiosité finalement
et aussi le fait d'aller aux États-Unis, de voir des entrepreneurs, de discuter avec des entrepreneurs, qui a peut-être germé un moment dans ton cerveau avec, voilà, avec tout le bagage théorique, scientifique et IA et machine learning qui a fait un peu son chemin de se dire, bah tiens, peut-être que je peux me lancer et créer une entreprise. Alors, la création de probable, c'est quelque chose de très, très spécial. Vas-y. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait me lever le matin, ce qui me motive, c'est bête, hein, ça paraît très bête, mais c'est d'essayer d'améliorer la société. Alors, il y a aussi beaucoup de curiosité intellectuelle, enfin, on est chercheur parce qu'on est curieux, hein, mais quand même, quoi, on aimerait avoir un impact positif sur le monde. C'est aussi ce qui m'a amené à toutes sortes de sujets de recherche. Et c'est juste, donc, enfin, on avait créé Scikit-Learn, j'ai envie de dire un peu par hasard, hein, et puis voilà, enfin, Scikit-Learn, ça a été génial parce que ça m'a tiré à plein d'endroits. Ça m'a donné plein de rencontres fantastiques. Et puis, enfin, Scikit-Learn, il a fallu, c'est pas un projet, qui se fait en amateur, donc il a fallu trouver des logiques de financement. On Ouais, a eu, professionnaliser le truc, ouais, bien ouais, sûr. Ouais. professionnaliser, mais donc qui dit professionnaliser dit aussi avoir un équilibre des comptes. Donc, Hmm. on a eu d'abord, du financement public et puis après du mécénat avec, des entreprises. On a créé un consortium de mécénat, ce qui m'a Hmm. d'ailleurs, amené toutes sortes de discussions passionnantes avec des banques assurances, par exemple. Et à chaque fois qu'on franchit une étape, on se pose la question, enfin déjà, on commence par essayer de bien s'installer dans son étape. C'est-à-dire à chaque fois, on a une équipe un peu plus grande, il faut faire en sorte qu'elle tourne bien, qu'elle apporte de la valeur, parce que le but, c'est d'apporter de la valeur. Et puis, une fois que l'équipe tourne bien et apporte de la valeur, on se dit, bah, on pourrait apporter plus de valeur si on avait une plus grosse équipe. C'est vraiment comprendre un petit peu où on peut aller. Et Provenable, c'est un petit peu la notion de dire, non, là, il faut avoir le courage de se dire, bon, ça qui c'est très très bien, mais si on veut vraiment, transformer l'essai, si on veut vraiment, maximiser l'impact que scikit-learn a sur la société, on a besoin d'autres choses. On a besoin d'autres objets logiciels, d'autres objets de formation, de services. Et ça, à un moment, ça veut dire, on va plus pouvoir le faire, dans un environnement, académique. C'était passé en Il fait finalement un nouveau stade. Si tu voulais faire grossir si tu voulais poursuivre le projet et le développement du projet finalement, Voilà, il le fallait le développement passer à du ce projet et de stade-là. son Ouais. impact. Parce que Proval, ça n'est pas que scikit-learn, c'est, tout ce qui va autour. C'est de la formation, c'est des choses qu'on va annoncer bientôt pour aider, à l'utiliser en entreprise, à mettre en production. Ouais, l'analogie que je mets souvent, c'est ce que Red Hat a pu faire à Linux, au noyau Linux. C'est quelque chose de fantastique parce que le noyau Linux, en fait, entre nous, c'est quelque chose d'hyper technique. Mais Red Hat en a fait quelque chose qui s'intégrait à une logique entreprise. Voilà, c'est notre rêve. Et puis quand même, Probable, je l'aurais jamais fait seul. Enfin, d'ailleurs, Probable, c'est pas moi. Probable, c'est plein de monde. Et ce qui a fait, parce que l'idée, elle était présente depuis quelque temps, mais ce qui a fait qu'on a pu faire Probable, c'est la rencontre avec un entrepreneur, avec Yann Léchel, qui était, différent de nous. Nous, on était tous, principalement, des geeks. Alors, il y avait toutes sortes de geeks. Il y avait même des geeks, qui étaient, très sur la communication, le groupe, et cetera. Mais il nous fallait quelqu'un qui ait, l'idée d'un business plan, l'idée de comment ça marche, des logiques de financement, le savoir, monter une structure qui est relativement grosse, et cetera. Et donc, la rencontre de Yann qui avait cette grande expérience et cette volonté, en fait, c'était génial. C'est-à-dire que, enfin, sans, Yann et sans le reste de l'équipe, j'aurais jamais pu faire ça, hein. Bon, j'ai tellement de questions, on va essayer de recentrer un petit peu, mais tout d'abord, est-ce que tu as vu enfin, j'imagine que oui, des différences ou des ressemblances entre le monde académique et l'entrepreneuriat? Non, mais oui et non, c'est-à-dire que, comme je disais, j'ai absolument essayé d'éviter de sortir enfin de pas être, isolé. Donc, j'ai travaillé, alors j'ai quand même principalement travaillé dans le public, dans ma vie, hein, ça c'est clair. Mais j'ai quand même, travaillé en tant que start-up et en fait, je m'en souviens très, très bien, hein. Je travaillais à mThought, c'est une boîte au Texas, qui est une boîte de service, mais qui est, un peu derrière, enfin, qui a la paternité du monde Python scientifique, avant qu'il s'appelle PyData, et cetera. Et moi, j'avais la chance d'habiter, juste à côté du PDG et souvent d'aller, au boulot, en voiture. On partageait la voiture parce qu'il y avait 1 heure de route et j'ai appris des tonnes de choses. J'ai appris, à me poser des questions un petit peu, de stratégie, économique. Mais peut-être que le truc le plus important que j'ai appris, ça a été,
qu'on a appelé nous le 80-20, c'est-à-dire, faut pas essayer de tout faire parfaitement, faut essayer de se concentrer sur les cas d'usage les plus importantes, faut essayer, de les répondre et ce 80-20 et cette logique, enfin quelque chose qui va avec, c'est cette logique qu'il faut cycler, qui est un petit peu la logique de l'agile, qu'il faut cycler et qu'il faut pas, avoir l'idée qu'on va faire quelque chose d'absolument, fantastique dans 10 ans et qu'en attendant on va s'enfermer, mais ça m'a été terriblement utile en recherche. Je veux dire, cette logique de cyclage, enfin, j'ai appliqué, dans mon groupe de recherche exactement les mêmes choses que je voyais en start-up. Alors après, il y a des choses qui sont différentes, bien sûr. Il y a le fait qu'en recherche, ce qu'il faut voir, c'est que notre sortie principale, c'est de l'article et en fait, c'est notre rôle. Le rôle de chercheur, c'est un rôle d'irriguer un débat d'idées et de consolider le savoir. C'est vrai qu'à Ineria, on se dit aussi, on aimerait bien faire autre chose. On aimerait bien peut-être, créer des entreprises, peut-être avoir des objets logiciels qui sont utilisés et on le fait. Mais il reste que en tant que fonctionnaire, en tant que chercheur, mon rôle numéro un, c'est de faire en sorte qu'on ait un débat d'idées qui soit solide, qui soit dans le contradictoire et dans la consolidation. Mais sinon, enfin, on reste, enfin, l'unité monétaire, entre guillemets, en recherche et en entreprise, elle est différente. En entreprise, elle se compte en dollars ou en euros. En recherche, elle se compte en publications, en citations. Mais on est quand même dans une logique d'échange, de complémentarité, de rivalité. C'est pas si différent que ça. Non, mais en fait, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus une conscience court-termiste dans le domaine de la recherche et de l'innovation, comme on peut l'avoir dans le monde entrepreneurial et c'est peut-être ce qui te permet d'avoir cette notion de cycle plus court, de pas penser trop à demain, mais aussi de penser à l'impact aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi, non? Bah, je pense que, en tout cas, enfin, mon expérience, que ce soit en entreprise ou en recherche, c'est qu'il faut savoir faire les deux. C'est-à-dire se dire, bah, mon rêve, ça serait d'aller là-bas et je vais pas l'oublier, mon rêve. C'est pour ça que je me lève le matin. Mais si j'ai que ça, c'est trop. Et Ouais, puis c'est ce pour qu'on mon appelle équipe, le principe de North Star, d'avoir un point focal assez loin, assez distant. Tu sais qu'il est là, tu sais que tu t'y diriges, mais un peu comme un cap quand tu vois, quand tu regardes très très loin. Mais au final, pour y arriver, tu sais que tu vas tirer des bords et des itérations, et que chaque nouvelle itération va apporter une ou deux modifications à l'étape n-1 et va permettre comme ça d'itérer et d'atteindre ce but vu. Prévu de loin sans éviter de tirer sur la comète, voilà, parce que ça a prouvé que ça marche pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce côté finalement, on parle très très souvent de la perméabilité du monde académique vers le monde entrepreneurial. Et en fait, toi, là, tu nous parles d'une perméabilité inverse, c'est-à-dire que quand tu es allé en startup, ça t'a permis ensuite de reprendre des principes et des préceptes entrepreneuriaux de start-up en plus Silicon Valley ou américaine, et de venir les appliquer au monde de la recherche en France. Ce qui est hautement génial. C'est-à-dire qu'en fait, presque à la limite, il faudrait que, enfin, j'en sais rien, mais je dis ça, mais que tous nos chercheurs, à un moment donné, en postdoc ou je sais pas quoi, ils partent, ils fassent, enfin, ils partent déjà. En fait, on ne sait pas s'ils reviennent, c'est ça le problème, mais qui partent, mais qui reviennent avec des bonnes pratiques dans le monde de la recherche en France, dans leur institut, quoi. alors attention à dire ce genre de choses. C'est-à-dire que sur le fond, je suis d'accord, mais tu n'obtiens rien en forçant les gens. Il faut que tu inspires, il faut que tu expliques. Donc, et derrière tout ça, il y a des questions d'échelle de valeur. J'ai pas dit de valeur, j'ai dit d'échelle de valeur. Il y a des questions de compréhension, il y a des questions de respect, mutuel, il y a des questions potentiellement de tour d'ivoire. On a des mondes qui se comprennent pas. De toute façon, c'est valable entre la recherche et l'académique, mais c'est valable le nombre de grandes entreprises. Enfin, moi, j'ai fait des missions d'expertise dans des grandes entreprises. Le nombre de grandes entreprises où, il y a 2 silos différents et on dit que de l'autre côté du mur, c'est des bref, donc voilà, donc faut pas forcer, par contre, mélanger, que ce soit dans une entreprise, que ce soit partout, mélanger, à condition que les gens soient heureux. Donc il faut mélanger en permettant et en accueillant. En tout cas, moi, c'est quelque chose auquel, je crois énormément. C'est Il y a plein d'autres sujets que j'aimerais voir, mais il y a quand même quelque chose où je suis sensible, c'est souvent tu dis «je» et souvent tu dis «nous», souvent tu dis «on». J'imagine qu'il y a un noyau Scikit, il y a un noyau Probable
comment comment c'est un peu dur à expliquer, mais comment on sort de Sidekit avec des connaissances, du savoir, des choses qu'on veut partager et on lance une nouvelle entreprise, une nouvelle aventure avec Probable? Est-ce que c'est les mêmes personnes entre Sidekit, avec qui vous avez créé Sidekit et avec qui vous faites Probable? Alors juste peut-être un tout petit détail, nous on ne dit pas trop Scikit parce que bon, il y a des raisons historiques derrière ça, mais en fait Scikit c'est un préfixe et il y a beaucoup d'autres Scikit. Il y en a un qui a été plus connu que les autres, mais voilà, donc on fait toujours attention de dire Scikit-learn parce qu'il y en a plein. Scikit-learn. Le deuxième plus connu c'est Scikit-image, mais il y en a d'autres. Bref, bon c'est un détail. Alors Et ça, c'est pas vous? Scikit-image non. Ah OK, Scikit-learn, c'est que vous et tout le reste, c'est potentiellement pas Bah, vous? en fait, qu'est-ce que c'est que nous? C'est justement la question Ouais. que tu posais quoi. C'est vrai que je me rends compte que ça surprend souvent les gens. Mais pour certaines personnes, du logiciel libre, c'est naturel. Scikit-learn, c'est un collectif et c'est un collectif qui est pas un individu. C'est surtout pas moi. C'est plein de gens dans le monde qui ont fait des passages ou qui sont restés. C'est une entreprise, collective, ouverte, qui accepte le plus de monde possible. J'ai envie de dire tout le monde, mais en fait, on est limité par notre capacité attentionnelle. Heu Il y a des gens à temps plein, des gens à temps partiel. Et donc historiquement, ça a toujours été des acteurs à plein d'endroits différents du monde. Et donc il y a une partie de l'équipe qui était à Inria et c'est cette partie de l'équipe qui est partie à Probable. Mais il y a d'autres équipes ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Comme le noyau Linux. Le noyau Linux, ça n'est pas un acteur, ce sont plein d'acteurs. C'est la notion de commun, en fait. Et donc, on voudrait que Probable soit un opérateur du commun qui est scikit-learn, mais en aucun cas soit exclusif et ferme la porte à d'autres personnes. Et on l'a construit, C'est une de cette communauté. manière-là. C'est C'est une une communauté. communauté. Bah, l'open source, c'est une communauté et tu l'as très très bien expliqué. Du coup, moi, je voudrais parler un petit peu de. Tu l'as dit tout à l'heure, moi, d'ailleurs, tu as dit de manière très jolie, j'ai trouvé. Ce qui me fait me lever le matin, c'est d'apporter quelque chose à la société. Euh, et je trouve que c'est vraiment intéressant, justement, parce que l'IA, je crois que dans l'équipe de recherche dans laquelle tu bosses, ou en tout cas, il y a cette équipe, la SODA, à l'INRIA, et c'est l'IA au service des sciences sociales. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce labo de recherche, cette équipe de recherche, quel est leur but, leur objectif et finalement par quoi ça se concrétise ce genre de choses-là? Parce que finalement, ouais, j'aimerais me lever pour améliorer la société ou j'aimerais une IA qui améliore la société. Ça peut être pas mal sur un billboard, sur une grosse affiche, mais dans les faits, derrière, en fait, est-ce qu'il y a une métrique en mode ouais, tiens, j'ai amélioré la société de 2,3% aujourd'hui ou... Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, voilà, sans être dans le démago, comment tu peux m'expliquer ça à nous, à Thomas et à moi, et puis à nos auditeurs pour qu'ils comprennent un petit peu qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Que je trouve super, d'ailleurs. Oui, bah, donc Soda c'est 30 personnes. Soda, c'est 4 permanents. C'est pas une machine de guerre. Soda, ça a été mon rêve. J'ai commencé à en rêver, je sais pas, il y a 7 8 ans. Et en fait, je vais vous dire un petit peu peut-être mon processus de pensée. Je pense que l'un des gros, gros, gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Et moi, en tant que physicien, le réchauffement climatique, mon réflexe, ça serait de me dire, c'est un problème de physique. Sauf que, en prenant du recul, c'est pas un problème de physique, c'est un problème de société. Donc, je suis pas persuadé que de se dire qu'une nouvelle centrale nucléaire va résoudre le problème du réchauffement climatique, mais plus de se dire comment est-ce que nous, en tant que société, on fait nos choix ensemble, c'est ça. Donc moi, personne qui a été éduqué en physique, je commence à me dire peut-être que les sujets vraiment durs, c'est des sujets de société, les sujets où on réfléchit à comment est-ce que la société fonctionne ensemble. Bon, donc entre-temps, je suis plus exactement physicien, je suis physicien qui travaille avec des gens qui font des neurosciences cognitives. Donc j'ai déjà commencé à avoir une idée de ce que c'est que les sciences sociales. Et quand même, j'avoue, j'ai très peur parce que je dois bouger dans une direction que je connais pas. Et je me demande si Inria va m'accompagner là-dedans. Donc en fait, Parce que ça pose des grosses questions, ton positionnement, finalement, qui est de dire...
il faut qu'on règle les soucis. Comment tu te positionnes par rapport à ce débat accélérationniste, décélérationniste, etc. Ça y touche un petit peu, quelque part. Tu Bah, vois ce que je déjà, veux ce dire? débat, c'est une sursimplification. Ce qu'il Oui, faut oui, tout voir, à c'est fait. que Oui, oui, tout à fait. les sciences sociales et la société, c'est quelque chose de très très compliqué et que nous, on a probablement tous été formés en tant qu'ingénieurs et on a eu l'habitude des trucs comme le principe fondamental de la dynamique, ce genre de choses, ça s'écrit très très bien, il y a quelques variables. Dans le pire des cas, ça devient un peu compliqué, la théorie quantique des champs, le chaos, ça reste quand même vraiment bien posé, quoi, ou la convergence d'un algorithme un petit peu compliqué. Bon, sauf que la société, c'est pas ça, la société, ça va pas se résumer à quelques lois, quoi. Donc tout le monde veut des histoires simples. C'est un mais Un biais de ça marche pas comme ça. simplification. C'est le biais de Ouais, simplification. c'est une simplification parce qu'on en a envie et donc accélérationniste, décélérationniste, c'est ni Ouais. l'un ni l'autre. Si on regarde l'histoire des technologies, c'est pas: «Oh boum, solution miracle, ça marche». C'est adaptation de la société aux solutions technologiques pour construire ensemble. Mhm. Donc vraiment sur ce débat, parce que c'est vrai que c'est un débat qui m'intéresse, je ne suis que très rarement satisfait par ce qui est dit, hein. Donc donc ça, c'est vraiment, ce débat, mais Soda, à la base, c'était pas ce débat. Enfin, après, il est parallèle, hein. Mhm. C'est tout en fait, des Soda, enfin, ouais, l'idée qui m'a motivé moi, bah, Soda, c'est pas ça, mais l'idée qui m'a motivé moi, c'est cette idée que, il faut travailler à comprendre les mécanismes de la société. Mais une fois qu'on a dit ça, pour revenir un petit peu à cette idée d'effectivement de, North Star, de but lointain et de but court terme, et ben, on ne sait pas quoi faire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le truc que je savais un peu résoudre parce que en neurosciences, en imagerie cérébrale, j'avais commencé à toucher au monde de la médecine. Mhm. Alors la médecine, c'est pas la santé. La différence que je fais entre les 2, c'est la médecine, ça peut être une opération, un moment du parcours de vie. La Mhm. santé, c'est du long terme. Donc Mhm. dès qu'on fait médecine santé, il y a un petit saut qui est de dire, il faut intégrer les comportements des individus, il faut intégrer les notions de sciences sociales. Dans La la santé. vaccination, ah oui, la santé, c'est Ouais. indispensable. Ouais, ouais, Les tout à fait. comportements des individus, Mhm. est-ce que je fais du sport? Est-ce que je mange bien? Ce Mhm. genre de choses a un impact sur ma santé de dingue. Du particulier vers le général, en fait. C'est ça, la médecine, c'est plus particulier. Et le La général. médecine, après là, c'est pas comme cette dichotomie était très, très, très forte, mais la médecine, c'est plus une opération. Mhm. La santé, c'est plus un parcours de vie. Mhm. La santé des populations, la santé publique. Donc, justement, le premier pas que j'ai fait, c'est de dire: «Je vais passer de médecine à santé». Bon, Mhm. il se trouve que le Covid est arrivé et à l'époque, j'habitais, Montréal, j'étais en année sabbatique à Montréal. Ah Bah, j'ai tiens. pris l'avion, je suis rentré en France parce que la PHP, les hôpitaux français m'ont dit: «Bah, on a besoin de sciences des données». Et donc ça, déjà, ça m'a donné le pied à l'étrier, Ah ça oui, m'a permis de excuse-moi, ils t'ont pas fait rentrer parce qu'en fait, il y a des problèmes sanitaires et qu'en fait, ils voulaient que tu sois bien soigné en France. En fait, ils ont dit, on a besoin de quelqu'un pour les datas. et j'aurais été C'est ça. très bien soigné à Montréal. La question que je Oui. me suis posée, c'est savoir si je restais à Montréal pour travailler avec les hôpitaux, de Montréal, ce qui Canadien, était une ouais, option, ou québécois. si je restais ou si je rentrais en France. Je me suis vraiment Hmm. posé la question et dans les 2 cas, j'aurais travaillé avec les hôpitaux. Ouais, bien sûr. Après le truc, c'est que je me suis dit: «Mais je sais pas combien de temps», c'était au début, le consulat me disait: «Il va peut-être plus y avoir d'avion». Donc je me disais: «Je sais pas combien de temps je vais rester». Bon, mais donc Soda, c'était ce début-là, en gros. Et ça, c'est bien parce que ça nous a donné le pied à l'étrier. Ça nous a permis de voir, de travailler sur du concret, quoi. Et puis Soda, ça a été aussi l'arrivée d'autres chercheurs qui avaient d'autres intérêts. Et donc, il y a Gilles Genevy qui s'intéresse à l'éducation. Et donc, c'était génial de bosser avec Gilles Gen parce que c'était exactement la vision. C'est qu'on n'était pas en train de faire de la santé. On était en train de faire de la santé tout en étant non naïf sur les dynamiques de comportement et de société. Gilles Gene, quand il fait de l'éducation et de l'IA, c'est la même chose. Donc on est le terreau commun de Soda, c'est qu'on développe des méthodes qui peuvent s'appliquer à des problèmes où il y a beaucoup d'individus, de comportements individuels et donc de phénomènes sociologiques et sociétaux. Et ça, en fait, j'aurais dit surprenamment, il y a 4 ans, mais maintenant c'est évident pour moi. Il y a des problèmes mathématiques, des problèmes d'apprentissage statistique récurrents dans ces cas-là. Des problèmes, de biais d'échantillonnage, de censure, de causalité.
Et donc, en fait, Soda, on se retrouve à adresser ces problèmes parce qu'on reste quand même un ADN d'informatique et de mathématiques. Bien On se sûr. retrouve à adresser ces problèmes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que je sais faire dans la vie, c'est-à-dire prendre ce que je sais faire de l'informatique, des mathématiques, travailler avec d'autres gens qui ont d'autres ADN que nous. Ça peut être des chercheurs en Sociologue, économie. Alors, ouais. sociologue, j'ai pas encore fait. Je lis des bouquins de sociologie, j'adore. Je parle à des sociologues, mais la sociologie quantitative, c'est quelque chose de très très dur. Tout ne se mesure pas facilement. Mais en tout cas, santé, éducation, économie, économie de la santé. Et de temps en temps, il n'y a que 24 heures dans une journée, donc on peut pas en faire trop. De temps en temps, on se dit, bah là, on a un sujet, on a des données, on peut travailler ensemble et chercher à le résoudre. Trois quarts du temps, pour être très honnête, on n'arrive pas à le résoudre. Mais entre-temps, nous, chercheurs en apprentissage statistique, on dit, ah zut, hein, on a compris qu'il fallait résoudre tel problème. Bon, on accompagne les gens jusqu'au bout, hein, on les plante pas. Mais Mhm. voilà, c'est ça qu'on fait à Soda au jour le jour. Très C'est impressionnant. c'est super intéressant et on voulait partir sur une dernière section qui était un petit peu sur les perspectives sur l'avenir de l'IA et le machine learning. Donc on a un peu parlé, l'IA c'est un peu fourre-tout, c'est devenu un sujet sociétal maintenant. Et on voulait aussi parler de l'évolution des modèles et des techniques de l'IA frugale. Et en fait, indirectement, t'en parles, tu viens d'en parler. Et surtout, je crois, alors dis-moi si je me trompe, vous avez sorti un papier cette semaine sur la hype, l'environnement et bigger, enfin toujours plus gros, toujours meilleur. J'ai l'impression que ça regroupe un peu tous ces sujets dont on voulait parler. Est-ce que tu peux nous en le présenter rapidement? Ah, je peux vous présenter en deux mots le papier. Il y a beaucoup de choses dans ce papier. Je pense que c'est une bonne illustration de pas mal de choses qu'on a dit. Le papier, il s'appelle, juste si vous voulez le retrouver, c'est Hype, Sustainability and the Price of the Bigger is Better Paradigm in AI. Voilà, par Gaël Varocco, Alexandra Sacha Lucioni, Meredith Whittaker, qui sont deux grandes chercheuses, deux grandes chercheuses, hein. Voilà, de personnes absolument fantastiques. J'ai eu énormément de privilège de bosser avec elles et on s'est vraiment bien amusé. Le constat, il est le suivant. On a une narration, on a une esthétique, un goût qui s'est créé ces 10 dernières années sur l'idée que on va faire des trucs plus gros et ces trucs plus gros vont être mieux. C'est un peu implicite, hein, on a, on a Le phénomène de la grosse l'amas. voiture, tu sais, c'est un peu ça. Regarde aujourd'hui, dans les années 2025, essaye de te garer avec ta voiture juste normale sur des places de parking souterrain qui ont été faites il y a 40 ans. Et en fait, tu t'aperçois qu'il faut rentrer ta voiture au chausse-pied. La nature a tendance à grossir, enfin, la nature liée aux phénomènes sociétaux, on a l'impression de vouloir toujours plus gros, toujours plus. Mais voilà, je pense que l'analogie est géniale. Merci. En fait, tu me coupes l'herbe sur le pied, mais c'est génial. Voilà, c'est la même chose. Donc, on a des voitures, on revient 40 ans en arrière et on compare les voitures. C'est juste dingue. Et moi, ces dernières années, je deviens fou. Alors, moi, j'ai vendu ma voiture. Je n'ai plus de voiture. Moi, j'ai un vélo. Mais c'est la même dynamique. Il y a une dynamique, ça n'explique pas tout, mais il y a une dynamique, et elle est valable partout, hein. Il y a une dynamique de création de besoins et d'importance. Et ça, c'est une dynamique, et une dynamique sociologique, et une dynamique qu'on dit d'économie politique. C'est de l'économie, mais c'est de l'économie qui s'inscrit dans un tissu de société et qui s'inscrit dans un tissu de décision et de valeurs. Est-ce que ça a rapport aussi avec le côté croissance, permanente, développement en permanence? Tu vois ce que je Alors, veux dire ou pas? tout à fait, c'est aussi quelque chose dans lequel je ne veux pas trop rentrer parce que ça peut être clivant et c'est compliqué. L'économie, c'est très compliqué. On pourra en parler pendant très longtemps, mais je pense on n'a pas le temps. Mais ce qu'on voulait souligner dans ce papier, en ne cherchant à ne pas être clivant, c'est souligner qu'il y a une sorte d'égalité plus ou moins implicite qui est faite entre la taille des choses, mais aussi la manière dont on mesure les choses. C'est-à-dire que si on fait attention, on se rend compte qu'on mesure les choses toujours différemment. Il y a toujours cette idée qu'on va toujours mesurer quelque chose de différent et que c'est pas évident que pour toutes les utilisations, c'est toujours le plus gros qui est important. Donc pour revenir un petit peu sur l'IA, c'est toujours ce qu'on fait pas. Eh ben, le problème, c'est que d'un point de vue économique, d'un point de vue macroéconomique, ça masque plein de choses qui sont très très importantes.
Et donc, est-ce qu'on a toujours besoin effectivement de cette très grosse voiture pour aller chercher son pain à 1 kilomètre de chez soi? Bah, pas forcément. Et en plus, alors, je suis devenu un fou de vélo en quelques années. C'est une habitude, c'est une vilaine habitude que j'ai prise à Montréal, pour être précis. Mais est-ce Où il qu'on y a a... énormément de vélos. Il y a énormément de vélos. C'est une ville qui est beaucoup plus agréable. On se fait pas insulter ou quoi que ce soit. Bref, quoi. C'est une ville fantastique, Montréal. Mais en plus, le vélo, c'est très bon pour notre santé. C'est-à-dire, enfin, on pourrait se dire, la santé publique, on en revient à la santé publique, les études de santé publique te montrent que, OK, le vélo, ça cause les gens ont des accidents, les gens tombent, les gens se fracturent un poignet, une cheville, hein, mais en fait, le bilan total, il est positif parce que le sport qu'on fait, c'est très, très, très bon pour la santé, c'est très, très bon pour des choses comme les problèmes cardiovasculaires, ça diminue même des choses comme Alzheimer et c'est vraiment lié au flux dans les petits vaisseaux sanguins, hein, ça se comprend. Donc, le bilan du vélo est positif. Mais comme on a une économie, comme on a des acteurs économiques très importants autour de la voiture, eh bien, une normalisation de la voiture. Eh ben, le danger, c'est que ce soit la même chose en IA. Et le truc, c'est que ça s'est créé sans qu'on s'en rende compte. Et on voulait effectivement. Là, en fait, on est tout de suite parti sur un discours un peu clivant, peut-être, puisqu'on parle de la grosse voiture, le vélo. En France, c'est clivant, ce genre de choses. Et en fait, c'est pas notre but. Notre but, c'est pas du tout d'être clivant, mais c'était de parler, en fait, de ces normes sociales qui se sont créées sans qu'on s'en rende compte, mais pas de façon anodine, et de dire qu'en fait, ces normes, c'était des normes sociales et c'était pas des réalités scientifiques et économiques, et que la réalité économique était même légèrement plus compliquée que ça, et qu'il fallait faire attention aux investissements circulaires où les acteurs économiques qui bénéficiaient de plus de calculs étaient aussi ceux qui poussaient en avant. Donc, typiquement, ceux qui Logique. fabriquaient Mm. les chips ou ceux qui louaient l'accès aux chips. Donc, il y a cet investissement circulaire. Et on voulait juste mettre ça sur la table en disant, attention, on fait des égalités entre plus gros, plus puissants et plus utiles qui ne sont pas toujours vraies, qui ne sont vraies que parfois. Voilà. OK, et l'objectif initial, c'était de partir sur quelque chose de plus frugal ou c'était, parce qu'en fait, je suis obligé de faire le comparatif avec l'économie, je viens de là et souvent, en fait, on utilise le produit intérieur brut pour parler de la croissance économique en tant que telle et avec l'hyperconsommation qu'on a pu avoir après les 30 glorieuses, bon, je passe les détails, on s'est dit, en fait, il y a pas que le PIB, le produit intérieur brut, mais il y a aussi le bien-être. Est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par une phase d'hyper, et je parle bien d'hyper consommation de l'intelligence artificielle au sens très très large pour revenir à des choses vraiment essentielles? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un moment qui est à la fois charnière mais qui est nécessaire? Alors c'est une bonne question, c'est quasiment enfin il y a plein de questions dans ta question. Je vais peut-être prendre le côté un petit peu, schumpeterien, un petit peu, création destructrice. Est-ce que, effectivement, cette suractivité n'est pas bénéfique? Et je veux être nuancé, il y a une part de vrai. On est en train de créer des choses, ça serait faux de dire que ce qu'on est en train de créer, c'est pas fantastique. Par contre, attention, beaucoup de gens le disent, hein, vraiment beaucoup de gens le disent, des gens très, très sérieux, Goldman Sachs. Il y a une bulle dans l'IA. Il y a une survalorisation. Il y a trop d'argent, qu'on définisse ces choses très clairement. Il y a trop d'argent qui est investi dans ce secteur par rapport aux bénéfices monétaires qu'il peut apporter à court et à moyen terme. Surinvestissement. Donc, attention parce que la bulle, ça bénéficie à des acteurs. Alors, c'est positif, ça crée de la technologie, de l'innovation. Mais on a déjà vécu quelque chose comme ça. On a déjà vécu quelque chose comme ça il y a 25 ans. C'est la bulle des télécoms. La bulle des télécoms a créé des choses. La bulle des télécoms a créé l'innovation en fibre, en technologie de télécommunication, et c'est fantastique. Mais au moment où ça explose, il y a des gens qui deviennent riches et des gens qui deviennent pauvres. Moi, je connais quand même des ingénieurs optiques qui se sont retrouvés à faire des choses qui avaient rien à voir et dont le niveau de vie a monstrueusement, monstrueusement chuté. Par contre, il y a des gens, ceux qui restent, ceux qui avaient les reins les plus solides, les plus gros, eh ben, ils rachètent tous leurs concurrents à pas cher. Mm. Et donc, il y a une partie de ce qu'on dit dans ce papier et qui est très important pour moi et qui est le truc important, c'est la concentration des pouvoirs. Donc finalement, C'est il peut y avoir un intérêt que certains acteurs déplacent le terrain de jeu là où ils veulent jouer. C'est ça?
C'est exactement ça. Et on est au poker. Quitte au Ouais, double, quitte au double, quitte au double. Celui qui a le compte en banque le plus gros, eh ben, joue gros. il va s'en Ouais. sortir à ce jeu-là. Il va récupérer les Mhm. autres. Bien sûr. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est nuancé, hein, c'est pas, c'est du Oui, blanc, vent, il y a noir. rien Ouais, bien sûr. Ouais, ou bien quoi que sûr, ce bien soit. sûr. C'est Ouais. de dire: «Faites attention à vos Prenons du positions, recul. Prenons du recul. Ne prenons prenons du pas tout recul pour argent comptant. Ouais. et faisons attention à nos positions, à nos investissements, à notre terrain de jeu pour ne pas être structurellement perdant, parce qu'on est en Et- train de jouer le jeu qui bénéficie certains acteurs, mais pas tous». C'est une transition géniale vers la fin, puisqu'on a toujours la question de l'invité précédent vers le nouveau. Donc, la question de Rémi Louvre, qui a été notre précédent invité, c'était compte tenu de l'évolution rapide des technologies en intelligence artificielle, qui dirigera l'IA d'ici 10 ans? Et est-ce que cet acteur, il existe déjà? Et grâce à la nuance que tu as apportée, on peut vraiment aller dans plein de chemins différents. Et toi, qu'est-ce que tu vois dans cette question? Alors déjà, le premier truc que je veux dire, parce que je pense que c'est important de le dire, on n'a pas de boule de cristal, personne n'a de boule de cristal. Si on regarde les prévisions des gens, si on regarde pas la personne parmi les 100 qui ont fait une prévision qui avait raison, mais plus les prévisions moyennes, les prévisions à 10 ans, elles sont fausses. Maintenant, je vais plutôt essayer de tisser des scénarios et je vais vous en tisser deux. Il y en a un premier, c'est de toute façon, il va se passer plein de choses qu'on ne voit pas. On va être surpris plus d'une fois. En se passant plein de choses qu'on ne voit pas, il y a cette idée assez présente en économie que quand un marché est chamboulé, il permet à de nouveaux acteurs d'émerger. Donc on a la possibilité de rupture technologique qui amène de nouveaux acteurs. Après, il y a un autre point de vue qui est aussi valide, c'est qu'on est dans une économie de capture dont on vient de parler avant, et que on est dans une situation où les anciens acteurs ont énormément de prises de position qui font qu'ils sont en train d'essayer de capter les nouveaux acteurs, entre autres en disant c'est nous qui avons la puissance de calcul, c'est nous qui avons les moyens centraux, et vous ne pouvez pas fonctionner sans nous. Donc, on ne peut pas dire, il peut y avoir une capture par les acteurs existants, on peut y avoir l'émergence d'un nouveau acteur. D'une certaine manière, un acteur qui est pas parti de rien, mais qu'on a vu émerger ces dernières années, ça a été Nvidia. Donc, on voit que, il y a quand même du remplacement, mais ce remplacement n'est pas si rapide que ça. On voit les acteurs dominants actuels, hein, c'est Google, Microsoft, Amazon, des acteurs qui sont quand même là depuis pas mal de temps Il y a et qui cependant une grosse perte de vitesse d'Intel, par exemple, tu vois, récemment, tout qui à ont fait. décidé remettre au calendrier grec leur projet de gros investissement d'usines en Europe. Alors peut-être aussi pour des raisons géopolitiques de recentrer sur de la production aux États-Unis, etc. Mais aussi il y a eu des layoffs et on a l'impression d'une guerre des mondes entre les anciens, les nouveaux et les anciens perdants, les incumbents et les nouveaux venus. Mais Nvidia est pas nouveau d'ailleurs. C'est une vieille boîte aussi. Pas C'est un bah, renouveau. beaucoup, beaucoup moins belle qu'Intel. Dans Ouais. les boîtes de chips, c'est une, enfin, un peu sur les gros, c'est une boîte récente. Mais oui, oui, Mm. on voit qu'effectivement, au niveau du chips, ça bouge. On est effectivement dans le cas d'école de une rupture technologique. Donc, mais par contre, ce qu'on voit, c'est que sur les acteurs de l'économie numérique, c'est des acteurs extrêmement, où les phénomènes de réseau sont très, très importants. On voit que les acteurs qui possèdent les, les, les outils centraux Ouais. ont tendance à avoir des positions pas À forcément protéger leur contestables. marché. À protéger leur marché Il y a complètement, la bien notion sûr. de contestabilité en économie de la concurrence et on Mm. peut se poser des questions de savoir Bien sûr. si l'économie numérique est contestable à l'heure actuelle. Gaël, tout ça est extrêmement passionnant. Me concernant, je pourrais rester discuter avec toi des heures parce que je pense qu'on aura vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire et on terminerait fatigué. Est-ce que tu as une question pour le ou la prochaine invitée, justement, parce que tu connais le principe de Yapak la Data. Qu'est-ce que tu aimerais poser, toi, comme question? Ben, la question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'acteur de la technologie, alors au sens large, hein, acteur du tissu social, sociétal et économique de la technologie pour créer une meilleure société? Une question dure, mais elle est importante. Waouh! Vous avez 4 heures. C'est c'est du même acabit que la précédente. Vous avez 4 heures. Écoute, c'était vraiment passionnant. Très content d'avoir fait ta rencontre. Un grand merci. Je pense que les auditeurs et auditrices vont se régaler aussi. Toujours de plus en plus nombreux, d'ailleurs, on les remercie, on les salue.
Et un grand merci à toi Gaël, un grand merci à toi Thomas aussi pour toutes ces questions. Merci Gaël, merci Merci Pierre. beaucoup Pierre et Thomas. À bientôt, merci à tous. Au revoir.